Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Clémentine Decouture, artiste, chanteuse et sonothérapeute. Bonjour Clémentine. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie d'accueillir Clémentine aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a environ 2 ans parce que j'organisais un festival de la périnatalité et il y avait une des professionnelles qui était là qui m'avait parlé de toi. Et du coup, j'ai découvert lors de ce festival la Clémentine sonothérapeute et la Clémentine chanteuse et ton univers enchanteur. Qu'est-ce qui a fait que tu as ajouté la sonothérapie dans ton panel de talents et qu'est-ce que la sonothérapie? Parce que je pense que les gens ne savent pas forcément. Non, pas forcément. Donc je vais commencer par la définition. Alors, pour moi, la sonothérapie, de manière très résumée, on est d'accord, c'est l'utilisation de la vibration de mes instruments au service de votre bien-être. Donc généralement, quand je dis ça, les gens me demandent, mais alors, du coup, c'est quoi la différence avec la musicothérapie? Ah oui, ok. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, la musicothérapie, on va vraiment être plus peut-être dans un accompagnement psychothérapeutique, par exemple pour des personnes qui ont un handicap. Je pense aussi aux personnes qui sont atteintes d'autisme, par exemple, pour aller vers un lien social par l'instrument, pour aller aussi vers la créativité par l'instrument. Okay. Mais la sonothérapie s'en rapproche par l'écoute passive des instruments pour se relaxer, par exemple. Okay. La sonothérapie, elle a en plus pour elle qu'elle va aller, j'aime dire, harmoniser un peu tous nos états. Notre état physique, mental, émotionnel, du coup spirituel et énergétique. Ça, c'est une porte qui s'est ouverte à moi par le fait d'apprendre la sonothérapie. Et donc voilà, je dirais que c'est plus vibratoire. Oui, c'est ça. C'est une pratique qui peut être adaptée à tout public. Oui, je sais que tu travailles notamment avec les tout-petits, avec les enfants. Avec les bébés même. Avec les bébés. Et du coup, ça se manifeste. Enfin, dans quel cas t'interviens pour eux? Est-ce que c'est par exemple pour les apaiser, les relaxer Alors, pour les bébés, on va dire que jusqu'à 10 mois, ça va être parce que le sens de l'ouïe est très développé et que le bébé sort d'un cocon entouré d'eau par le liquide amniotique et que la sonothérapie se rapproche aussi de ça puisque nous sommes des humains constitués d'à peu près 60-70% de liquide dans notre corps et donc la sonothérapie va venir mettre en vibration tout ça, comme drainer la lymphe, activer les flux sanguins. Donc pour les bébés, ça va être de rester dans ce cocon. J'aime bien donner l'image d'un adulte qui serait dans une piscine municipale bondée l'été et qui a besoin de calme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la tête sous l'eau. Et on a une écoute et une approche totalement différente du son et en fait peut-être plus vibratoire aussi. Après, quand les enfants vont grandir, on est plus sur de l'éveil musical, sur de la motricité, du jeu par la musique. On peut aussi ritualiser par la musique parce qu'il y a plein d'instruments qu'on peut introduire si on a une problématique comme un enfant qui ne veut pas manger, qui ne veut pas dormir. Tout le monde connaît ça. Voilà. L'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Et j'interviens aussi dans les EHPAD, les résidences pour seniors. Et je suis je suis même encore aujourd'hui très impressionnée de voir que les seniors sont touchés par les mêmes instruments que les enfants. C'est un peu comme une Madeleine de Proust de l'ouïe. Et donc j'aime partager vraiment cette expérience avec tous les publics puisque je prends en individuel, en consultation, les enfants à partir de 8 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, en fait. Je fais aussi des siestes sonores dans les crèches, dans les écoles. On commence à me demander, dans les conservatoires, puisque je viens de la musique en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, on commence à me demander là peut-être plus pour une approche relaxante de la musique parce que aujourd'hui les gens sont pas encore prêts à voir l'aspect vibratoire dans le domaine public, je parle. Oui, tout à fait, voilà, parce que c'est pas vraiment notre on a plutôt un héritage de médecine conventionnelle. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ça va venir, j'espère. Ouais. Et du coup, c'est une approche qui est aussi très corporelle. Et c'est pour ça, quand tu parlais du parallèle entre les tout-petits et les personnes en EHPAD, parce qu'il y a cette connexion au corps, elle est toujours là, de toute façon. Même si on ne sait pas poser des mots, on est capable de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous avec ces vibrations de tes instruments. Et donc, tu es artiste-chanteuse. Et comment ça s'est passé, ta découverte avec le chant? Alors, j'aime à dire que c'est un petit chemin de feu follet.
Tu vois les petites lumières, les Oui. petites lumières celtes qui te montrent Ouais, un ça fait chemin penser à la Reine des Neiges. Oui, la Reine des Neiges ou Rebelle, si vous connaissez Ouais, Rebelle, ouais. où elle suit un chemin qu'elle pensait pas du tout suivre. J'ai commencé le chant tardivement. Alors pas pour moi, mais par rapport aux personnes qui m'entourent dans ce milieu professionnel qui D'accord. est la musique, la culture. J'ai commencé donc à 18 ans, enfin 17-18 ans, parce que j'avais un professeur de musique au lycée qui trouvait que j'avais une jolie voix. Ouais. Et donc, elle m'a fait prendre un cours de chant avec son professeur et j'ai participé à un projet au lycée puisque j'étais en littéraire D'accord. et qu'on n'était pas beaucoup en littéraire dans mon Ouais. lycée. Donc, on avait dans nos cours ceux qui étaient en musique professionnelle. D'accord. Mais donc, il y avait un orchestre de jeunes musiciens très prometteurs et déjà professionnels dans leur manière de jouer, qui étaient très talentueux. Et le lycée a monté, avec la chorale du lycée, le Requiem de Fauré. Et dans ce Requiem, il y a un solo. Alors, normalement, c'est donné à une voix d'enfant. Mais mon professeur de musique, à l'époque, me l'a donné, me l'a légué. Et suite à ce concert, j'ai rencontré un autre feu follet, qui est une dame, à la fin, qui m'a dit « faut continuer ». Parce que bon, moi, je voulais pas du tout être chanteuse. Je voulais être Indiana Jones. Je voulais être égyptologue. Voilà, je voulais enseigner l'histoire. L'histoire me passionnait. Et les histoires me passionnaient. J'en parle parce que c'est un lien avec la sonothérapie. J'adorais déjà les astres. J'adorais déjà les fées, la mythologie grecque, romaine, égyptienne. Enfin, tout ça, ça me passionnait déjà. Et maintenant, je découvre un lien. Mais on y reviendra. Donc, cette dame me dit, il y a une porte ouverte au conservatoire de musique. Elle me dit, peut-être vous connaissez. Je dis, bah oui, j'y suis en violon. Mais c'est pas ce qui me passionnait le plus, le conservatoire. Donc, je vais dans cette salle de chant. Et il y a une dame avec un caractère fort qui me dit, oui, vous venez pour passer l'audition. Je dis, bah moi, je viens juste de voir ce qui se passe dans un cours de chant, je sais pas. Et elle me dit, vous allez me chanter quelque chose. Que t'avais pas prévu? Bah non. Et donc, je lui dis, moi, je connais que le Pie Jésus dans le Requiem de Fauré, donc je venais de chanter il y a un mois, ça devait être fin d'année, juin. Et donc, elle me dit, bah, chantez-le-moi. Donc, le pianiste va chercher la partition, il revient, il joue, je chante. Elle me dit, je vous donne 3 morceaux à apprendre, vous revenez à la rentrée début septembre, je vous donne 2 cours, vous passez le concours d'entrée. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais. J'ai passé le concours d'entrée, puis je suis plus jamais ressortie. Voilà. Ok. Voilà, le chant. Ok, et du coup, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Et j'ai dû m'arrêter pendant plusieurs mois parce que malheureusement, j'avais une scoliose assez prononcée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette conscience justement du corps et de l'instrument. Donc en violon, je m'étais fait beaucoup mal et c'est un instrument qui m'a pris beaucoup mais que j'aimais pas beaucoup. Donc j'allais vraiment en cours très... reculons. Oui, à reculons, parfois en pleurant. Oui. Et donc, j'ai dû attendre avant d'apprendre à chanter. Donc j'avais commencé, puis j'ai dû attendre pour pouvoir remettre toute mon ossature en place. Okay. Et donc pendant ce temps-là, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté les opéras, parce que je suis pas d'une famille de musiciens. Ouais. Et donc je suis allée à la bibliothèque, à la médiathèque, et j'ai écouté tout. Voilà, tous les opéras, toute la mélodie française, Debussy, Ravel, les leaders de Schubert, de Schumann, je connaissais rien. Ouais. Rien de rien. Ah oui, c'est découverte totale d'un univers c'est ça. complet. Mes parents adorent la musique. C'était un peu radiophile à la maison entre Brassens et Vivaldi. Mais alors, le monde de l'opéra, c'était une découverte totale. Et donc là, 18 ans, tu rentres au conservatoire, donc tu attends un petit peu que physiquement tu puisses de nouveau chanter avec la scoliose. Et après, ça a été quoi ta carrière de chanteuse? Enfin, qui continue, hein, mais oui. Je sais que tu as fait pas mal de choses. Du conservatoire de Dijon au conservatoire de Boulogne-Billancourt, je me suis donc installée à Paris. J'ai découvert beaucoup d'artistes de cultures différentes avec une grande richesse. Et ça m'a amenée sur de beaux projets, aussi bien à l'opéra que dans la comédie musicale, parce que j'aime le spectacle vivant. Voilà, ça, c'est vraiment ça qui me passionne. Donc après, c'est les rencontres aussi qui me passionnent. J'ai fait des airs arabo-andalous avec un orchestre de oud. J'ai fait des projets violoncelle, accordéon avec de la chanson française. Ça m'a amenée dans des pays superbes, comme le Japon, la Chine,
le Canada, les États-Unis, notamment avec la comédie musicale, puisque j'ai enregistré des airs de comédie musicale. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est mes feux follets, parce qu'à chaque fois, ça m'amène sur un chemin que j'avais pas du tout prédestiné. Enfin, j'avais pas de plan. Et je pense que c'est ça qui est assez génial. J'ai eu la chance aussi d'enregistrer différents disques, de la musique anglaise jusqu'à la musique de la Première Guerre, jusqu'à l'entre-deux-guerres. Enfin, c'est très très large. Je fais du jazz aussi. Et puis maintenant que j'ai appris la harpe, je m'ouvre à d'autres univers encore que j'adorais avec le violon, mais qui ne s'apprenaient pas au conservatoire. Donc je rattrape ce temps perdu là. C'était peut-être trop conventionnel aussi le conservatoire, en tout cas au niveau du violon pour toi. Est-ce que tu dirais que c'était trop conventionnel? Pour moi, c'était conventionnel. Après, pour d'autres personnes, ça va très très bien. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai une personnalité multiple. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens que j'ai rencontrés qui me le disent, que j'ai une originalité dans ma manière d'approcher et d'appréhender la musique. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, parce qu'avec la sonothérapie, je m'ouvre aussi à d'autres chemins. Le conte, toute la musique, les musiques de tribus, les musiques chamaniques, tibétaines. Enfin, chaque instrument, en fait, amène un paysage sonore. Qui est une ambiance qui est incroyable. Donc j'ai pas assez d'une vie, et tant mieux, pour tout apprendre et tout découvrir. Et qu'est-ce qui fait que justement t'es passé du chant à la sonothérapie? C'est passé quoi? C'est passé un confinement, madame. Quand je dis confinement, les gens voient que 2020. Mais pour le milieu de la culture, il faut savoir que ça a été beaucoup plus long que ça. Moi, j'ai commencé à reprendre un rythme normal, on va dire, à partir de septembre 24 ans. Ah oui. Oui, en termes de projets, de concerts, et puis aussi les frontières ont rouvert. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, j'ai été très longtemps chez moi. Et puis, à un moment donné aussi, je me suis arrêtée parce que dans le milieu, c'était difficile. On faisait plus de musique. On faisait plus ce qui m'animait, la poésie, la musique, le partage aussi. Parce qu'il y avait toutes ces questions politiques et sanitaires de l'époque qui fait que, même économique, on ne savait pas si on allait jouer. C'est ça. Est-ce qu'on allait être reporté? Est-ce qu'on allait être payé pour ne pas pouvoir jouer? Est-ce que les gens allaient être à 5 mètres l'un de l'autre? Est-ce qu'on allait les voir? En fait, tout ce qui m'animait ne m'animait plus à ce moment-là. Et donc, j'ai eu besoin de retrouver la musique par la douceur. Donc maintenant, avec du recul, je comprends pourquoi j'ai appris la harpe. Sur le coup, je ne le savais pas. J'avais besoin vraiment de retrouver la musique dans sa tendresse, dans sa poésie, et le chant dans sa lenteur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée d'habiter à côté de la forêt de Fontainebleau. Très clairement, aujourd'hui, si j'avais pas eu la forêt et que j'étais bien entourée, bien évidemment, de mes proches, je pense que je serais partie très facilement en dépression. On a pu, après moult relances, pu reprendre les concerts dans les hôpitaux, parce que ça fait 15 ans qu'en parallèle de ma vie de chanteuse, j'ai une association qui va faire des concerts en service des soins palliatifs, et aussi le service oncologie, donc par le biais d'un Octobre Rose 2022, j'ai pu refaire un concert dans un service, et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que mes proches en ont survécu et en sont décédés aussi. Et donc, je suis allée avec ma harpe, ma voix et un carillon. Voilà, un petit carillon Zéphyr solaire. Donc, j'avais que ça. Enfin, finalement, maintenant, je me rends compte que c'était déjà beaucoup. Mais par rapport au sonothérapeute qui peut avoir des milliers d'instruments, c'était pas beaucoup. Et donc, j'avais organisé un atelier pour les familles. Voilà, parce qu'on pense souvent aux malades. Je dis souvent, en effet, ils portent la maladie. Donc, on se focalise aussi sur eux. Mais il y a aussi les proches qui vivent le rythme de tous ces protocoles. Et puis, les angoisses. Donc, j'avais dit, je voudrais faire pour les malades, mais qu'ils puissent venir aussi avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs enfants. Donc, j'ai fait ce que j'avais appelé à l'époque une relaxation sonore. Et au bout d'une semaine, j'ai une dame qui me dit, mais vous savez que ça, c'est de la sonothérapie? Non, madame, moi, j'ai pas appris ça au conservatoire. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu les formations qui existaient, parce que, comme je te disais, on n'est pas encore totalement ouvert à toutes ces médecines intégratives. J'ai trouvé beaucoup de choses sur Internet. Et moi, ça faisait déjà
2 ans que j'étais toute seule chez moi tout le temps, j'en pouvais Ouais. plus. Il fallait que je trouve quelque chose où je vois des gens, Ouais, ou ouais. que je Mmh. touche les instruments. Ouais. Enfin, donc je me suis formée à l'Institut Cassiopée à Chatou dans le Mmh. 92 et j'ai beaucoup aimé cet endroit, l'énergie et le fait d'être entourée de personnes en fait qui n'ont rien à voir avec mon univers. Ce qui était un petit peu bizarre au départ, c'est que je me sentais pas légitime à être là parce qu'il y avait que des Mmh. profs de yoga, de reiki, enfin des Ouais. gens plutôt dans une démarche holistique et Oui. énergétique Ouais, dans ouais. laquelle je n'étais pas du tout. Oui, oui. Donc c'était très drôle. Aujourd'hui, tu apprends des nouvelles approches et techniques en tant que sonothérapeute. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà il faut savoir que j'adore apprendre. J'adore apprendre, donc j'adore me former et comme je te disais, j'étais pas dans cette approche, énergétique et holistique au départ. Je voulais quelque chose de concret. Donc pour moi, c'était concret que, voilà, par le biais des instruments et de l'écoute, le cerveau va se mettre en pause, on va se décharger mentalement. Mmh. Heu, Quand j'ai commencé, à faire les diapasons thérapeutiques, c'est la démarche, on va venir dénouer les nœuds musculaires, les nœuds articulaires. On va venir, par exemple, je prends un exemple, le nerf sciatique. Ouais. On va venir mettre en vibration un nerf pour pouvoir détendre, en fait, Ouais, les ouais. douleurs physiques. Donc, j'étais dans une démarche assez concrète et à force de rencontrer, des gens qui sont dans l'astro, dans la litho, dans l'énergétique, dans Mmh. le reiki, dans la médecine chinoise, dans Mmh. la médecine ayurvédique, enfin, Ouais. tu t'ouvres à plein de possibilités et donc aujourd'hui, je développe la géométrie sacrée, donc Mmh. qui sont en fait plutôt des protocoles de soins sacrés avec des instruments sacrés, D'accord. comme les bols tibétains, comme la ganta, le dorje, donc qui sont des cloches sacrées. Mmh. Et donc j'explore cette partie plus spirituelle et plus énergétique. Et je crois que tu fais quelque chose avec les bols Kansu aussi. Oui, donc ça c'est le massage des pieds Ouais. au bol kansu, donc Mmh. c'est une dimension plutôt ayurvédique, que dans ton pied il y a plusieurs éléments et qu'il faut les rassembler, les harmoniser. Donc en fait, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu pioches un petit peu, tu te fais un petit peu ta propre recette. Tu prends C'est les ça. ingrédients à droite, à gauche et de façon à te les approprier, complètement. Et je sais que justement, tu as des sources d'inspiration, tu as un univers qui est vraiment magique, justement qui tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui t'inspire particulièrement? Tu as parlé des mythologies, des choses comme ça tout à Mm. l'heure, dans ton univers? Ce qui m'inspire, c'est vraiment l'envie de voir le beau dans le réel. Mmh. Mais ça a toujours été ma démarche en tant que chanteuse. Ouais. Parce que j'ai toujours exploré le jazz, l'opéra. Voilà. On n'a jamais su me définir déjà en tant que chanteuse, donc je pense qu'on ne saura pas non plus me définir en tant que sonothérapeute, sauf si on rentre dans mon univers et Mmh. qu'on la teste, qu'on Mmh. l'expérimente. La nature me porte, me transporte, la poésie, la sensibilité aussi des gens, du monde, des objets, des animaux, la lenteur. J'aime beaucoup cette phrase de Debussy qui dit la musique du silence. Voilà. Donc je l'ai découvert malgré moi dans cet épisode où j'ai pas pu travailler Ouais. et que j'étais énormément dans ma forêt. Et en même temps, je me rends compte que cette solitude m'a nourrie aujourd'hui en tant que sonothérapeute. Au final, cette expérience avec le confinement et tout, ça a été salvateur parce que ça te Mmh. permet aussi d'explorer d'autres facettes de toi. Et si cette dame, elle t'avait pas dit: «Mais vous avez fait que c'est d'être sonothérapeute Bah oui. ça?» mais voilà, ça t'a aidé à prendre une Ouais. direction qui, au final, était déjà là puisque tu le faisais sans savoir ce que tu faisais, en fait. Ah oui, complètement. Mmh mh. Finalement, toutes ces années dans le milieu hospitalier, c'est ce que je faisais. Et c'est aussi Mmh. pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à intégrer facilement le milieu de la santé Ouais. par le biais de la médecine intégrative. C'est que les gens ont déjà confiance en moi Mmh mh. par le fait que je suis déjà venue Ouais, avec d'autres musiciens, c'est ça. qu'ils ont confiance, que je suis aussi dans cette posture de l'empathie et que l'idée, c'est vraiment d'amener du beau. Ouais, ouais, ouais. Donc quand tu dis univers magique, ça me fait Mmh. sourire Mmh. parce que c'est souvent le retour que j'ai des Mmh. autres. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui émanait de moi. Mais aujourd'hui, je vais de plus en plus Mmh. m'intéresser à l'astrologie, aux Mmh. pierres. Moi, j'étais fan de Pocahontas. Donc, quand Mmh. elle dit l'oiseau, la pierre et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un Mmh. cœur, oui. Mmh. Et la sonothérapie, c'est ça, l'art vibratoire. C'est comprendre que ton oreille, d'ailleurs qui ne commence qu'à, je crois, 20, 21 Hertz, ne peut pas capter la vibration des plantes, Mmh. des métaux, des Ouais, pierres. ouais, Donc ouais. Pocahontas, elle avait raison. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est quoi le plus gros challenge que tu rencontres? Dans la société dans laquelle on vit, je vais dire tout de suite: «Rester moi-même». Mmh. Ça, Mmh. c'est un gros challenge. Ça a aussi été un gros challenge en tant que chanteuse parce que, bah, tu es aussi dans un monde d'apparat, de vitrines. Ouais. Parce que finalement, la sonothérapie est peut-être un petit peu plus, soft avec ça. Enfin, Ouais. moi, c'est ma vision des choses. On est peut-être plus authentique. Authentique, ouais. Ouais. Donc garder cette authenticité et avoir, un besoin de m'entourer. Là, je sais que j'ai passé plusieurs années où j'ai eu besoin de faire les choses par moi-même, voilà, chanter toute seule avec ma harpe, Mmh. me balader avec, mes instruments pour faire mes ateliers et de plus en plus, je reviens à cette idée de bah, c'est un peu comme un chambriste, la musique de chambre, tu sais, c'est comme le quatuor, Mmh. tu as 4 personnes ensemble qui jouent pas la même chose, mais Ouais. qui jouent la même œuvre et donc là, je sens que j'ai besoin de revenir à ça, aussi pour pouvoir enrichir, cette personnalité, musicale. Mmh. Donc plus de cohésion, tu as envie d'être moins solo au final dans ce que tu proposes? Bah oui, parce que j'ai toujours été, indépendante, donc Mmh. c'est bien, mais comme je dis souvent, des fois, on a besoin de la réunion de lundi à 8h du matin. Et puis on se nourrit, on est quand même dans une société, assez individualiste, où on a toujours peur que l'autre fasse mieux que nous Mmh. ou alors que l'autre nous pique un client, enfin Ouais. et donc j'ai envie, vraiment de dire que non, on peut être, très, très riche, Mmh. des propositions des unes et des autres. Complètement. D'être de plus dans le collaboratif. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde? Tu parlais de trouver de la beauté dans... C'est quoi l'expression que tu as utilisée? La beauté Beauté dans le dans le réel. réel, c'est ça. Et Mmh. qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Si c'est un message que tu as envie de transmettre au monde par ce que tu fais via le chant et par la sonothérapie, ça serait quoi? Ça serait exactement cette phrase, la beauté dans le réel. Parce que souvent, on pense que les artistes, parce que comme j'ai cette double casquette, qui pour moi est la même casquette, hein, Ouais. on voit souvent l'artiste comme dans un monde irréel. Ouais. C'est vrai que je peux tout créer. Mmh, C'est ce que je dis des fois aux enfants quand je vais présenter mon métier. Je peux tout créer. Même si mmh. j'ai envie de mettre mes doigts dans le nez sur scène, je peux le faire. Ça Ouais, va ouais, choquer ouais. personne. Et donc, on pense souvent qu'on est trop dans l'imaginaire et dans le côté peut-être sonothérapeutique, pardon, qu'on est peut-être trop dans l'authenticité, trop dans l'ancrage. Mmh. Et moi, j'aime ce lien des pieds jusqu'à la tête, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'aime montrer que même dans la réalité, on peut, même dans le quotidien, qui est souvent un mot un peu tranchant, pas toujours très magique, on va dire, c'est notre manière de voir les choses, en fait, qui va faire que on va voir de la poésie, on va voir du beau. Et je pense que, pardon, mais si aujourd'hui vous ne voyez pas encore le beau et la magie dans votre vie personnelle et professionnelle, il faut peut-être bah, changer quelque Il faut chose. changer quelque chose. Et toi, justement, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as appelé, tu as suivi ton élan intérieur, parce que le podcast, il parle aussi d'intuition, et où tu t'es dit, non, mais c'est ça, c'est évident. Est-ce que tu as eu des moments charnières comme ça dans ta vie? Je crois depuis l'âge de 18 ans, toute ma vie. Toute ma Ok. vie. Parce que dans les rencontres, voilà, je suis dans un orchestre et puis il y a un joueur de violoncelle qui me dit: «Tiens, j'ai un ami qui fait du oud, est-ce que ça te dirait de chanter en arabo-andalou?» Bah vas-y, on y va. Mm. Ça a toujours été des rencontres. Ouais. Le fait que je sois passée à la chanson française ou alors, à la musique américaine, anglaise, à l'opéra. En fait, je veux dire même l'opéra, c'est déjà, enfin mes Mm. parents, m'emmenaient à des concerts, mais je pense que jamais ils auraient imaginé que je serais chanteuse d'opéra un jour. D'ailleurs, Mm. quand je le dis aujourd'hui Mm. aux gens qui viennent me voir en sonothérapie, ils Mm. me croient pas. Ah oui. Et quand ils voient les 2 personnes, ils me disent: «C'est incroyable que vous Mm. sachiez être aussi, douce dans cette lenteur, Mm, mm, mm. dans cet amour du silence», parce que Mm. la scène, c'est l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un bel équilibre entre les 2. Qui te correspond complètement, quoi, au final. C'est pas Oui. d'avoir deux casquettes, c'est en fait c'est le même chapeau, hein, c'est le C'est chapeau ça, c'est Clémentine, le quoi. même arbre. Il y en a un peu plus ancré, puis l'autre, il a un peu plus la tête dans les nuages. C'est Ouais, comme ça que je c'est vois ça. ça. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Écoute, un grand merci à toi, Clémentine, pour cet échange super intéressant. J'espère que ça vous donnera envie d'aller faire des séances de sonothérapie avec De chanter, de Clémentine. danser. Vous retrouverez Clémentine sur les réseaux et vous découvrirez son univers unique empreint de magie et de beauté. Et toutes les infos en description de cet épisode. Et pour terminer, je vous laisse avec la voix enchanteuse de Clémentine. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi.